Non, les ambassades ne sont pas des petits bouts de territoire étranger. L'ambassade des États-Unis à Paris, par exemple, eh bien c'est le territoire français, c'est pas le territoire américain. Mais alors d'où vient l'idée qu'on peut demander l'asile diplomatique dans une ambassade ? L'idée que les ambassades sont des bouts de territoire étranger, ça s'appelle l'extraterritorialité des ambassades, et ça vient pas de nulle part. C'est comme ça que pensait Hugo Grotius, un des pères de la discipline du droit international. Dans son ouvrage Le droit de la guerre et de la paix, de 1625, il écrit que l'ambassadeur, représentant la personne même de son maître, est aussi regardé comme étant hors des terres de la puissance auprès de qui il exerce. Et de là vient qu'il n'est point tenu d'observer les lois civiles du pays étranger où il demeure en ambassade. En un mot, c'est cabane, ici je suis pas en France, donc j'ai pas à respecter le droit français. Alors au XIXe siècle, ce principe d'extraterritorialité a peu à peu été remplacé par un autre principe, le principe d'inviolabilité. Et on le retrouve notamment dans la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961. Les locaux de la mission sont inviolables. C'est son article 22. Principe d'inviolabilité. Alors l'inviolabilité, ça revient aussi à dire cabane, mais c'est pas tout à fait pareil. Ça ne veut pas dire que l'ambassade des États-Unis en France est soumise au droit américain, ça veut dire qu'elle est soumise au droit français, mais qu'elle est protégée. Les autorités françaises ne peuvent pas pénétrer dans l'ambassade ou perquisitionner ses locaux sans l'accord de l'ambassadeur. Et elles ne peuvent pas non plus priver de liberté les membres de la mission diplomatique. Vous savez peut-être qu'en 1979-81, pendant la révolution iranienne, des jeunes Iraniens ont pris d'assaut l'ambassade des États-Unis à Téhéran et ont retenu en otage 52 Américains pendant 444 jours. Ça, c'est une atteinte à l'inviolabilité des ambassades parce que le pays d'accueil s'engage à garantir la sécurité des locaux diplomatiques. Et en l'occurrence, non seulement les autorités iraniennes n'ont pas su protéger l'ambassade, mais elles n'ont pas pu non plus libérer les otages pendant plus d'1 an. C'est au final une intervention américaine qui a mis fin à la prise d'otages. Alors l'inviolabilité des locaux ou des personnels, qu'on appelle aussi l'immunité diplomatique, elle est donc absolue en droit. Si vous êtes un diplomate ou un agent technique administratif de l'ambassade de France à l'étranger, vous ne pourrez pas être détenu, même si vous commettez un crime. Alors ça peut paraître extrême, mais il y a 2 raisons à ça. La première raison, c'est pour éviter les emprisonnements sous de faux motifs, pour faire pression sur le pays qui a envoyé ses diplomates. La deuxième raison, c'est que tous les pays du monde n'ont pas la même appréciation de ce qu'est un crime ou un délit. Par exemple, l'homosexualité est un crime en Iran, mais les agents de l'ambassade française sont des agents publics protégés par le principe d'égal accès aux emplois publics. L'État français ne peut pas dire à un agent homosexuel qu'il n'a pas le droit d'aller travailler à l'ambassade en Iran. La seule limite à l'immunité, c'est dans le cas où le gouvernement qui a envoyé l'ambassade à l'étranger, par la voix de son ambassadeur, lève l'immunité. Vous avez peut-être un autre exemple en tête, c'est le meurtre de Jamal Khashoggi au consulat d'Arabie Saoudite d'Istanbul le 2 octobre 2018. Ce sont bien les autorités turques et non les autorités saoudiennes qui ont enquêté sur ce meurtre. Il s'est bien produit sur le territoire turc, même si c'était une ambassade saoudienne. Mais les enquêteurs n'ont pu avoir accès au lieu qu'après autorisation donnée par les autorités saoudiennes. Cette autorisation s'est d'ailleurs faite attendre plusieurs jours et elle excluait plusieurs moyens techniques d'enquête. L'asile diplomatique. Alors on y est enfin, l'asile diplomatique, ça c'est quand une personne qui n'est pas un diplomate se réfugie dans une ambassade et dit cabane. Bah oui, parce que les autorités du pays qui accueille l'ambassade ne peuvent pas rentrer dans les locaux pour aller le chercher. Alors attention, c'est une pratique qui est très mal vue, c'est vraiment un signe de manque de confiance entre le pays hôte et le pays d'accueil. Parce que ça revient à dire « non, je ne vais pas te remettre cette personne, tu vas la juger n'importe comment ». Et c'est pourtant une pratique qui est défendue par les États d'Amérique latine. Ils ont d'ailleurs signé plusieurs accords,
l'accord de La Havane de 1928, de Montevideo de 1933 et enfin de Caracas de 1954 pour organiser cet asile diplomatique entre eux. Ces accords prévoient que l'asile accordé dans une ambassade, dans un navire ou dans un aéronef doit être respecté par l'État dans lequel se trouve cette ambassade, ce navire ou cet aéronef. Et c'est exactement ce qui a profité à Julian Assange, accueilli entre 2012 et 2019 dans l'ambassade d'Équateur. Et c'est pas un hasard si c'est un pays d'Amérique latine. Il y est resté presque 2500 jours dans le même bâtiment, protégé par la pratique de l'asile diplomatique. Par contre, c'est vraiment une exception au principe de la souveraineté des États. Parce que l'État est en fait privé de sa souveraineté sur ce petit bout de territoire, alors même que ça reste le sien. Je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, la souveraineté des États, c'est le principe qui organise tout le droit international depuis au moins le traité de Westphalie en 1648. Si une ambassade accorde l'asile à une personne recherchée par l'État qui l'accueille, il conteste la souveraineté de l'État sur son propre sol, et ça, en droit international, c'est très grave. D'ailleurs, la Cour internationale de justice a eu l'occasion de le dire en 1950, dans l'affaire Haya de la Torre. Ce monsieur Haya de la Torre, c'est un Péruvien qui participe à une tentative de coup d'État. Et remarquez que c'est tentative. Oh purée! Oui, parce que le coup d'État échoue et il va demander l'asile à l'ambassade de Colombie au Pérou. Le Pérou demande alors à la Colombie de restituer ce monsieur Haya de la Torre. La Colombie, elle est bien embêtée et elle demande à la CIJ ce qu'elle doit faire au regard du droit international. La CIJ a alors déclaré qu'une telle dérogation à la souveraineté territoriale ne saurait être admise à moins que le fondement juridique n'en soit établi dans chaque cas particulier. Et notamment ce qui justifie ce principe pour les États d'Amérique latine qui l'appliquent, eh bien c'est la réciprocité, l'assurance que ce que fait l'un, l'autre le fait aussi. La position de la France. La France, officiellement, ne reconnaît pas l'asile diplomatique. Elle n'a jamais signé de traité comme ceux que j'ai évoqués pour l'Amérique latine, et elle considère depuis le milieu du 19e siècle, comme la plupart des autres États, que les ambassades ne sont pas des extraterritorialités. Elle a même signé une douzaine de traités entre 1860 et 1930 où il est précisé que le droit des consuls d'arborer un pavillon aux couleurs de leur pays ne pourra jamais avoir pour conséquence l'institution d'un droit d'asile. Et pourtant, elle a déjà hébergé par le passé des réfugiés dans ses locaux diplomatiques. En 1858 au Venezuela, en Grèce en 1862, ensuite en Turquie en 1867, au Pérou en 1865 et 1913, et à de nombreuses reprises en Haïti en 1876, 78, 90, 1908 et 1915. Surtout pendant la guerre civile espagnole, entre 1936 et 1939, elle a accueilli dans ses locaux aussi bien des républicains que des franquistes, et elle a même transformé son lycée français en annexe de son ambassade pour pouvoir accueillir le flot de réfugiés. En 1973, après le coup d'État de Pinochet au Chili, elle a fait pareil en accueillant jusqu'à 260 personnes simultanément dans son ambassade. Et d'ailleurs, c'est intéressant de comparer l'attitude de la Grande-Bretagne pendant la guerre d'Espagne et pendant le coup d'État au Chili, qui n'a pour le coup accueilli aucun réfugié. En fait, et comme souvent en matière de diplomatie, la France a une position qui se veut d'équilibre. Elle ne veut pas reconnaître un droit d'asile diplomatique parce qu'elle ne veut pas que les autres États fassent pareil sur son territoire à elle. Par contre, elle a précisé dans plusieurs circulaires à destination des ambassadeurs qu'elle peut accorder l'asile à des cas exceptionnels et recommande que l'usage en intervienne avec une prudence extrême, afin qu'il ne revête le caractère d'une immixtion quelconque dans les discordes intestines du pays. Quelle poésie! L'asile n'étant justifié que par d'évidentes et pressantes raisons d'humanité, il ne saurait être accordé qu'aux personnes dont la vie et la sécurité se trouveraient menacées dans des conflits d'ordre politique. Encore, nos agents devront toujours s'attacher, après avoir mis ces personnes en sûreté, à leur faciliter les moyens de quitter le plus tôt possible
sans danger pour elles, un refuge qui ne peut être que momentané. Alors par contre, la France n'est pas le seul État à pratiquer cette politique, on la retrouve aussi presque mot pour mot en Belgique, en Suisse ou encore au Canada. Voilà, vous savez tout maintenant sur le statut des ambassades. Merci d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine pour la prochaine.